Alors comme ça, vous aimez vous faire peur? Eh bien, je vous ai dégoté quelques petits threads que je vais vous raconter, bien évidemment. Je vais vous raconter l'histoire de Aline. Aline, c'est très joli comme prénom. Donc on va choisir Aline. Donc avant de commencer, Aline nous précise que lors des événements, elle avait 16 ans et que son histoire se déroule en vacances dans son pays natal en Turquie. Aline nous précise aussi qu'elle habite dans un quartier où tous les appartements se ressemblent et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque appartement. Il réside dans un duplex et la seule chambre de l'étage était la sienne. La chambre d'Aline donne sur un balcon terrasse, ça va, on se met bien. Et comme il fait assez chaud en Turquie, elle laisse toujours sa fenêtre ouverte. Et d'ailleurs, elle ne voit aucun danger. Il lui reste quelques jours avant de rentrer en France, mais un soir, Aline fait un horrible cauchemar. Dans son cauchemar, une personne siffle à l'étage, là où elle dormait. Les sifflements viennent de la terrasse. Aline reste bloquée dans son lit, tétanisée de peur, et elle ne sait plus quoi faire. Et à un moment donné, elle entend aussi des bruits de pas. Et elle les entend très bien, vu qu'elle a sa fenêtre ouverte. Et là, elle prend son courage à deux mains et tape le meilleur sprint de sa vie. Elle descend dans la chambre de sa sœur en allumant toutes les lumières et s'allonge dans le lit de sa sœur. Mais les sifflements continuent et la suivent. Et là, elle voit la porte de sa sœur s'ouvrir. Le cœur d'Aline bat à toute vitesse, elle est en panique, elle ferme ses yeux de toutes ses forces pour que ça s'arrête. Et là, plus rien, plus aucun bruit. Les sifflements se sont arrêtés. Et trou noir. Aline ne se rappelle plus de rien. Juste de s'être réveillée. Le lendemain, elle voit qu'elle est bien dans la chambre de sa sœur, elle est encore en état de choc et se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment un cauchemar ou est-ce qu'elle l'avait vraiment vécu? Était-elle somnambule sans le savoir? Et sur le coup, elle ne sait ni quoi penser, ni quoi faire. Elle se dit que si elle raconte ça à ses parents, ils ne vont sûrement pas la croire. Elle décide en premier lieu de raconter ça à sa petite sœur, mais elle ne fait pas vraiment attention à ce qu'elle lui dit. Alors, elle prend son courage à deux mains et raconte son cauchemar à sa mère. Et sa mère pense directement que c'est lié à des esprits. Quelques jours plus tard, la voisine de l'étage d'en bas vient chez Aline pour discuter avec sa mère. Et elle leur dit « Mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans l'immeuble d'à côté ?» La mère d'Aline répond que non, et la voisine reprend « Il y a eu un meurtre. L'homme a tué sa femme et s'est enfui. » À ce moment-là, tout le monde est sous le choc. Un jour après l'arrivée de la voisine, la police débarque chez la famille d'Aline. Et un agent leur dit que l'agresseur est potentiellement passé par leur terrasse pour s'enfuir. La famille laisse la police faire leur travail et devinez ce qu'ils ont trouvé. Un couteau couvert de sang avec un grappin et une corde. Au début, Aline ne faisait aucun lien avec son cauchemar, mais là, elle en est certaine. Ce qu'elle a vécu n'était ni un cauchemar, ni un esprit. Heureusement, 7 mois plus tard, l'agresseur a été retrouvé et arrêté. Bon, je sais pas si cette histoire est vraie de vrai, mais en tout cas, ça fait flipper. Après, j'avoue que c'est chelou quand même que le gars, il a tué sa femme et que au lieu d'être discret, ce qui serait logique, il s'amuse à siffler et à faire du bruit sur le balcon des voisins. Je sais pas. Mais en tout cas, vrai ou pas vrai, je n'aurais pas aimé être à sa place. On est au printemps, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, on a envie de sortir, alors pourquoi pas une balade? Eh bien non, parce que c'est le confinement. Mais peut-être que cette histoire ne va pas vous donner envie de vous balader. L'histoire de Jérémy se déroule pendant l'été 2020. Jérémy avait passé l'après-midi avec 2 amis à lui, qu'on va appeler Aaron et Betty. Et le soir, il devait dormir chez Betty. Ce soir-là, Jérémy et ses amis se baladent tranquillement dans la rue. Il était environ 19h, donc la nuit commençait à tomber. Et puis à un moment, ils décident de continuer leur balade et de rentrer un petit peu plus tard chez Betty. Ils marchent tranquillement dans la rue, profitant de la chaleur de la soirée, puis décident d'aller dans un dernier endroit avant de rentrer, le stade de rugby.
Ce stade est connu pour être assez mal fréquenté car il y a souvent des squatteurs qui y dorment la nuit. Donc pour y aller, il faut carrément sortir de la ville par un grand chemin de 2 minutes de marche qui mène tout droit au stade. Et donc Jérémy et ses amis prennent ce chemin et arrivent enfin au stade. Ils s'amusent, ils rigolent, ils font des photos avec le coucher du soleil. Puis, à un moment, Aaron a l'idée de faire un cache-cache dans le stade. Comme c'était juste avant de rentrer, ils se disent pourquoi pas. Ils font une partie, 2 parties, puis vient au tour de Jérémy de compter. Jérémy nous précise que dans le stade, il y avait donc des gradins, des vestiaires et une salle des fêtes. Il se met donc face à la salle des fêtes pour compter, puis, quand il se retourne, après avoir fini de compter, il voit dans un coin du stade, à une centaine de mètres de lui, un homme en sous-vêtements, allongé par terre dans le coin, avec un sac poubelle à côté de lui. Sur le coup, Jérémy pense directement qu'il est mort, donc il commence à paniquer à un tel point qu'il tombe par terre. Il est en panique car il pense que l'homme s'est fait tuer et que le tueur est sûrement encore dans le stade. Jérémy est complètement sous le choc. Il prend donc son téléphone pour appeler Aaron, et là, plus de batterie. Il se met donc à crier dans le stade le nom de ses amis en courant et à moitié en train de pleurer. Puis arrive vers les gradins et ses amis sortent de leur cachette. Jérémy leur dit une phrase qui leur glaça le sang. Il y a un cadavre dans le stade. Il leur montre donc l'endroit et ils ne rêvaient pas. La personne était toujours là. Il se rapproche donc de lui tout doucement, puis arrivé à quelques mètres de lui, l'homme se retourne d'un coup sec et les fixe pendant une dizaine de secondes. Puis, il leur hurle « Dégagez! Partez tout de suite d'ici !» Ils se mettent à traverser le stade entier à toute vitesse. En arrivant à la sortie du stade, Jérémy se retourne et l'homme est debout en train de courir vers la sortie et donc vers eux. Et rappelez-vous qu'il fallait passer par l'immense chemin pour arriver à la ville. Ils courent donc de toute leur force sans s'arrêter ou se retourner. Betty tombe et se tord le poignet, mais ils ont tellement peur que personne l'aide. Elle se relève toute seule et continue de courir. Puis, arrivé à la ville, il ne s'arrête pas et continue à courir jusqu'à la maison de Betty. Une fois arrivé, l'homme n'était plus là et avait arrêté de les suivre. Après ça, ils n'ont jamais su qui était cet homme et pourquoi il leur a couru après. Bon, alors peut-être que c'était une personne mal intentionnée qui se faisait passer pour mort pour piéger ses potentielles victimes, pour les agresser ou bien pour tout simplement les voler. Et là, c'est chaud. Mais comme Jérémy nous a dit que c'était un stade où il y avait beaucoup de squatteurs, moi je pense plutôt que malheureusement c'était un sans-abri. Alors après, est-ce que c'était un sans-abri qui voulait juste dormir peinard et qui peut-être l'a très mal pris qu'on le réveille, ou peut-être que c'était effectivement un sans-abri mais qui voulait quand même faire du mal à ces jeunes. En tout cas, heureusement qu'ils étaient tous les trois parce qu'on sait jamais ce qu'il aurait pu se passer si il y avait par exemple que Jérémy. Et l'important c'est qu'il aurait rien arrivé aussi. Et comme quoi, quand c'est l'heure de rentrer, de manger chez maman, mieux vaut rentrer. Cette histoire s'est déroulée il y a 20 ans. Lucie avait 17 ans et elle faisait du babysitting pour gagner un peu d'argent. Un jour, un couple dont elle avait l'habitude de garder leur bébé de 5 mois l'a appelée pour qu'elle s'occupe de leur fille. Elle s'est rendue à leur domicile. Ils habitaient au rez-de-chaussée d'un petit immeuble et la chambre de leur fille donnait vue sur le stationnement et la station-service. Après son arrivée, le père de famille l'informe qu'il a mis sur le frigo tous les numéros de téléphone importants, comme d'habitude, ainsi que leur numéro de portable. Puis le couple part au restaurant. La petite avait déjà mangé et dormi, donc Lucie devait simplement surveiller qu'elle ne se réveille pas. Lucie s'installe tranquillement dans le canapé et regarde la télé. Mais quelques minutes plus tard, le bébé, qu'on va appeler Lily, se met à pleurer. Lucie emprunte le couloir qui mène à la chambre du bébé, elle ouvre la porte et allume la lumière. Le bébé s'arrête de pleurer et Lucie la rassure en la prenant dans ses bras, puis la recouche. Elle éteint la lumière, laisse la porte entrebâillée et repart au salon. Mais 10 minutes plus tard, Lily pleure de nouveau. Lucie retourne dans la chambre, la rassure et lui parle un peu. Enfin, Lily se calme et Lucie retourne au salon. Mais 5 minutes plus tard, toujours pareil, Lily pleure encore. Lucie ne sait plus quoi faire. Elle se demande si elle a mal quelque part ou si elle est malade, donc elle appelle le père de Lily et lui explique la situation. Elle lui dit qu'il n'y a rien qui pourrait lui faire peur, excepté le grand clown à côté du berceau. Il y a un moment de silence et le père lui répond « Mais on n'a pas de clown ?» C'est à ce moment-là que Lucie réalise
que le clown était un humain. Le père en panique lui dit « Écoute, va dans la chambre comme si de rien n'était, prends la petite et barre-toi de l'appartement. De mon côté, j'appelle la police et on arrive. » Lucie est saisie par la peur, elle regarde ce long couloir sombre qui mène à la chambre. Pour signaler sa présence, elle parle au bébé en lui disant qu'elle arrive. Elle ouvre la porte, allume la lumière et se dirige vers le lit. Le clown est à côté et ne bouge pas. Elle prend Lily dans ses bras et part doucement en direction du salon. Dans le couloir, elle jette un rapide coup d'œil derrière elle et arrivée à la porte d'entrée, elle part en courant. Quand enfin elle sort de l'immeuble, la police arrive sur place. Ensuite, plusieurs agents entrent dans la chambre et attrapent le clown qui s'enfuit par la fenêtre. Quand enfin le clown est arrêté, les parents arrivent à ce moment-là. Quelques jours plus tard, la police leur expliqua que l'homme était bien un kidnappeur d'enfants. Cette personne voulait bel et bien enlever le bébé, et c'est en approchant ses mains du visage de Lily qu'il la faisait pleurer. Ce fut la dernière fois que Lucie fit du babysitting. C'est horrible. Déjà, la personne, elle est rentrée par effraction. Elle reste plantée dans le noir à côté du berceau du bébé. Et en plus de ça, c'est un putain de clown. C'est horrible de se dire qu'en fait, Lucie, elle est venue tranquillement dans la chambre en s'occupant du bébé. Elle a remarqué le clown, mais elle était persuadée que c'était une sorte de statue ou de jouet. Alors qu'en fait, c'était un humain bel et bien vivant. Moi, je m'imagine à quel point elle a dû paniquer au moment où elle a réalisé que c'était pas un jouet le truc, c'était pas une statue, c'était un humain qui avait rien à faire là. Je crois que c'est la pire histoire pour moi. Enfin, les autres sont horribles, mais en soi, là, le gars était vraiment venu pour le bébé et c'était un putain de clown. Je sais pas si c'était une technique pour attirer les enfants, mais en tout cas, le mec s'est quand même déguisé en clown. Bref, quoi de plus badant? D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle histoire vous a fait le plus peur. Moi, perso, je dirais que c'est la dernière, sérieux. En tout cas, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu, qu'elles vous auront bien fait peur, que vous n'allez pas dormir, que vous allez faire des cauchemars. Déconne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner, parce que je vous vois. Ceux qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas, je vous vois. N'hésitez pas aussi à partager et aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça vous ratez aucune de mes vidéos. Je voulais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, ça fait extrêmement plaisir. Vos commentaires pleins de soutien et de gentillesse me touchent, mais comme vous pouvez pas vous imaginer. Et merci d'avoir rejoint ma chaîne aussi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.